Première réflexion, je me demande pourquoi j'ai accepté de traiter ce thème qui est dramatiquement compliqué. Donc, ceci est dit, je vais tenter quand même malgré tout. Donc, je vais surtout insister sur une partie de la réglementation communautaire qui est ce qu'on appelle l'organisation commune de marché unique. Comme j'essaierai d'expliquer, c'est peut-être le terme le moins clair qui soit, puisque ce règlement, qui s'appelle le règlement OCM unique, est tout sauf unique. Donc, voilà. Alors, déjà, première question, puisqu'il s'agit de faire la mise en relation entre, je dirais, un contexte réglementaire, ou des outils réglementaires, des leviers réglementaires, et la compétitivité, je propose qu'on passe 10 secondes sur le fait de s'interroger sur ce que c'est que la compétitivité, ce qui est absolument loin d'être une évidence. Je rappelle que, a priori, c'est des facteurs qui seraient susceptibles d'expliquer pourquoi on prend des parts de marché à nos compétiteurs, par exemple. Alors il faudrait déjà qu'on sache des parts de marché de quoi, en volume, en valeur, sur quel terrain géographique, enfin, etc., sur quel segment de marché éventuellement. En réalité, la compétitivité, c'est très largement une représentation qu'on doit se faire des facteurs qui expliquent la performance économique. Et il n'y a rien d'écrit et de gravé dans le marbre sur le sujet. Bien évidemment, on parle des facteurs de compétitivité en termes de prix ou de coût, ça on connaît tous. Mais lorsqu'on commence à parler des facteurs de compétitivité hors coût, c'est-à-dire des facteurs organisationnels, réglementaires, etc., qui s'additionnent à ces facteurs éventuels de compétitivité coût, il n'y a pas de consensus absolument définitif sur jusqu'où on doit aller. Je rappelle en plus de ça que les facteurs de compétitivité n'ont aucun sens si on n'a pas prédéterminé avant à quoi on joue, ou en tout cas quelle stratégie on décide de poursuivre. Il est clair que vos facteurs de compétitivité ne vont pas du tout être les mêmes si, pour caricaturer le porteur, puisque je ne retiendrai que deux manières, il y a deux manières de faire de l'argent, enfin trois de porteurs, et encore, il y en a que deux, c'est faire la même chose que les autres et le faire moins cher pour rapatrier plus de valeur ajoutée ou prendre des parts de marché, ou alors ne pas faire comme les autres, le faire savoir et attendre que le marché vous rémunère cette différence. Il est clair que si vous êtes dans une stratégie de coût-volume, premier cas de figure, ou une stratégie de différenciation, les facteurs de compétitivité que vous mobilisez ne sont absolument pas les mêmes. Donc, on ne peut pas répondre de manière très simple à ce que c'est que la compétitivité, ce qui ne simplifie pas la solution. En plus, les facteurs de compétitivité sont différents selon les filières. Bon, voilà, la création variétale des normes sociales ont un poids particulier dans les filières fruits et légumes, et en plus, les situations économiques de départ des filières sont très différentes. Si vous prenez des filières végétales spécialisées comme la vitie, où l'Union européenne est très très largement excédentaire en termes d'argent, ou si vous prenez les fruits et légumes, où globalement, selon les segments de marché, on est à peine autosuffisant, voire même importateur net, c'est pas du tout les mêmes choses. Donc là, je vais essayer de retenir un seul exemple, les fruits et légumes. Ce qui fait que, donc déjà, je ne prends qu'un bout de la réglementation et une seule filière. Donc voilà, donc je ne réponds que très très partiellement à la question. Enfin, en même temps. Alors, sur ce tableau, c'était simplement pour illustrer le fait que les facteurs de compétitivité sont très différents selon les filières. On se livre à France Agrimaire sur maintenant une dizaine de filières à des exercices qu'on appelle des exercices de veille internationale compétitive entre les filières agricoles. Donc on cherche à déterminer quels sont les différents pays qui sont dans la compétition internationale sur une filière. Et ensuite on cherche à travers des méthodes de scoring qui posent plein de problèmes méthodologiques sur lesquels je ne vais pas m'attarder, on cherche à quantifier la position concurrentielle de la France sur ces différentes filières. Là, je vais simplement vous montrer, sur un des axes de compétitivité, c'est ce qui se passe au niveau du potentiel de production, les différences de notation qui existent entre les vins. On en fait une sur le biocarburant et le bioéthanol. Et sur les fruits et légumes, ça c'est l'exemple du chou-fleur. Et vous voyez bien que, je ne vais pas m'attarder longuement parce qu'il faut aller vite, mais globalement, vous voyez bien que les facteurs de compétitivité ne sont pas du tout les mêmes. La création variétale, par exemple, la R&D notamment, ont un poids dans les fruits et légumes qu'on ne va pas retrouver spécifiquement dans le vin, même s'il y a bien évidemment de la création variétale dans le secteur viticole, ce qui n'est pas la question. Bon, je passe assez vite. Donc la question qu'on me pose, c'est comment, en termes de compétitivité, en termes de contenu et en termes aussi de champ de cette compétition, pourquoi ça a changé en termes de compétitivité? Je pense que les accords de Marrakech et l'inclusion de plus en plus d'attentes sociétales dans l'agriculture sont des facteurs essentiels de changement de la nature de la compétitivité dans le secteur agricole.
Et en parallèle, qu'est-ce que ça a entraîné comme modification réglementaire? On est passé, bien sûr, d'organisation commune de marché par famille de produits ou filières dans une optique très productiviste. Je rappelle que quand on met en place la PAC, l'Union européenne est autosuffisante qu'à 70% de ses besoins alimentaires. Donc la question ne se posait pas de savoir quel était l'objectif de la politique agricole commune à l'époque. Deux objectifs, augmenter la productivité agricole et augmenter fortement la productivité du travail pour permettre l'exode rural. Voilà, pour faire simple, c'était à peu près ça les objectifs essentiels de la politique agricole au début. Et globalement, on est arrivé par tout un système de plein de mécanismes, et la réforme de la PAC notamment, à tenter, c'était l'objectif de Mme Fischer-Boel, qui a été une célèbre commissaire à l'agriculture, finalement tout gérer avec 4 règlements. C'était un règlement qui définissait ce qu'on appelle les droits à paiement unique. Donc, vous savez peut-être tous ce que c'est, j'imagine, enfin très rapidement, c'est, voilà, on vous donne de l'argent parce que vous êtes agriculteur et à partir du moment où vous maintenez une activité agricole, si possible, sans lien avec l'activité agricole elle-même. C'est-à-dire ce qu'on appelle le découplage. Ensuite, le second pilier de la PAC, c'est donc tout ce qui va être les mesures d'accompagnement qui sont cofinancées à la fois par l'échelon territorial, l'Union européenne et le bénéficiaire de l'aide pour globalement s'adapter aux conditions de concurrence de plus en plus ouvertes, puisque depuis les accords de Marrakech, depuis qu'on a mis l'agriculture comme une substance comme les autres, l'agriculture est considérée depuis les accords de Marrakech comme un produit devant être internationalisé comme n'importe quel autre. On sait que ça va créer des phénomènes d'adaptation qui sont relativement lourds, puisque le développement agricole européen a été très protégé des aléas du marché mondial, jusque, disons, dans les années 90, pour faire simple, et qu'entre 90 et aujourd'hui, on n'a pas arrêté de démonter la protection aux frontières de l'Union européenne. Même si il y a un débat pour les juristes de savoir si la préférence communautaire fait partie des piliers de la PAC. Je ne me permettrai pas de commencer là-dessus, je ne suis pas juriste. Et donc, premier pilier, deuxième pilier, il ne faut surtout pas oublier les normes. On a souvent l'habitude de réduire la politique agricole commune aux effets de transfert financier de l'Union européenne, de la puissance publique vers l'agriculture. N'oublions pas que les aspects normatifs ont des effets économiques absolument énormes. Même s'ils ne correspondent pas à des transferts financiers. Donc il ne faut surtout pas oublier ces aspects-là, et ils ont plutôt de l'importance dans les secteurs de digital spécialisés, et notamment dans les fruits et légumes. Et enfin, il y a un dernier règlement, qui est un règlement vide-poche, c'est-à-dire tout ce qu'on ne savait pas où mettre, on l'a mis dans le dernier règlement, c'est l'OCM unique, c'est quand même un règlement dans lequel vous avez les aides aux troupeaux de rennes pour les Suédois, parce que je vous rappelle que la communauté gère les aides aux troupeaux de rennes, les normes horticoles, les règles d'échange avec les pays tiers, les questions de constitution des organismes de filière ou des organismes interprofessionnels, enfin bref, tout ce qu'on ne savait pas où mettre, on l'a mis là, et les derniers filets de sécurité, les derniers filets de stockage, les droits à produire, donc vous avez les quotas sucriers, vous avez les nouvelles formes de droits de plantation viticole, les quotas laitiers ont été prévus d'être abandonnés dans ce cadre de ce règlement, donc vous voyez que c'est un règlement qui est franchement illisible, voilà. Et donc, voilà, et c'est dans ce règlement-là qu'on a à peu près les principaux facteurs qui traitent du végétal spécialisé, puisque c'est dans ce règlement qu'on a, excusez-moi du terme, mais vidé les anciennes OCM vins et les anciennes OCM fruits et légumes. D'accord? Voilà. Donc c'est dans ce règlement que vous allez retrouver les caractéristiques d'intervention qui traitent de ces filières. Donc, d'abord une première chose. Ce règlement OCM unique, ça correspond à moins de 10% en termes de volume financier de ce qui est versé à l'agriculture par l'intermédiaire de la politique agricole commune. Moins de 10%. Encore 90% des fonds versés par la politique agricole commune, c'est ce qui demain va s'appeler des DPB, des droits à paiement de base, donc la nouvelle forme des DPU avec un peu plus de demandes environnementales sur le sujet. Et puis les aides du second pilier. Il reste encore un petit peu d'être couplé, et vous voyez que l'OCM unique, c'est tout petit. En termes, mais, comme je vous le disais tout à l'heure, n'oubliez pas que c'est le règlement où il y a tous les aspects normatifs. Donc ça ne veut pas dire que c'est parce que ça ne correspond pas à des flux financiers énormes que ça n'a pas d'effet économique sur le secteur. Bon, le grand
le grand bouleversement auquel on a assisté ces derniers temps en matière agricole, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a commencé en 93, et ça a été jusqu'à l'agenda 2000, jusqu'à l'accord de Berlin en 99 notamment. Ça a été le fait qu'on a, de manière très très générique, exposé l'agriculture à un abaissement des prix intérieurs et au fait de rejoindre les prix du marché mondial et également de s'exposer aux aléas, notamment aux aléas importés. Je rappelle qu'initialement, la politique agricole commune, le principe de base, c'est de créer un effet d'écluse, c'est-à-dire de protéger le marché communautaire des aléas du marché mondial en le décollant du marché mondial et en protégeant des aléas de ce marché mondial, parce qu'on avait, comme je le disais tout à l'heure, une logique productiviste, donc avec beaucoup de régulation sur le marché intérieur, et on réduisait fortement l'aléa sur les produits importés. C'était absolument pas sans effet. Hein. Je rappelle que, comme je vous le disais, on était initialement à 70% autosuffisants de nos besoins alimentaires, donc les aléas sur le marché mondial des produits agricoles importés, c'était pas absolument rien. Et donc on avait réussi à avoir des prix relativement stables, relativement visibles et relativement élevés pour les producteurs, ce qui était le moteur essentiel de l'adoption du dernier modèle technique, de la concentration, etc. Le modèle agricole à l'époque, c'était très clair, c'était spécialisation et concentration. Sachant que, sur le fond, le foncier servait de retraite aux agriculteurs. Voilà. Donc, vraiment pour caricaturer à l'extrême le modèle qui était à l'œuvre. Globalement, aujourd'hui, à partir du moment où on considère que on est passé de... c'est Ray McSherry en 1985 qui l'annonce, hein, on est passé de 70% d'autosuffisance alimentaire. En 1985, on est à 105% et on commence à vider nos poubelles sur les marchés mondiaux. Hein, vous savez, les restitutions à l'exportation, si vous voulez, pour vous rendre célèbre, c'est... voilà, en automne, vous ramassez vos feuilles mortes, vous ne savez pas quoi en faire, vous vous rapprochez de la barrière qui vous sépare de vos voisins et vous jetez vos feuilles mortes dans le jardin de vos voisins, ce qui vous rend immédiatement célèbre dans le voisinage. Donc, il est clair qu'on était capable, on était arrivé à une situation telle qu'on était capable quasiment de casser n'importe quelle économie sucrière dans le monde, lorsqu'on cumulait les aides aux quotas sucriers, plus les restitutions à l'exportation, on était capable de casser toutes les économies sucrières dans le monde, de l'Afrique, du Caraïbe, Pacifique. Donc il est clair que, voilà, donc on a fait baisser le niveau du niveau de protection européen. Donc on a effectivement d'abord commencé par compenser les prix intérieurs en versant des aides couplées de production, puis ensuite on les a découplées. Avec l'idée qui est derrière, qui est fortement contestée par plein de pays, et qui d'ailleurs sur le plan économique est contestable, le fait qu'à partir du moment où on ne versait pas de l'argent à une fin particulière, on ne déformait pas les termes de l'échange, ce qui fait bien rire n'importe quel économiste à peu près conscient. Voilà. Voilà. On est, mais sur le fond, il y a une chose auquel on fait sans... Beaucoup de gens, en tout cas, expriment leur surprise par rapport à ça. Il est absolument sûr qu'à partir de ce moment-là, on va rapatrier la volatilité des marchés mondiaux, puisque je rappelle qu'on avait créé cet effet de seuil pour s'en protéger. Donc voilà, pas de surprise, on rapatrie de la volatilité, et pas simplement à cause du changement climatique, on rapatrie de la volatilité économique intrinsèque qui est celle du marché mondial, puisque le marché mondial, c'est le marché marginal sur les échanges. Voilà. Donc, comme je le disais, découplage, déstructuration progressive de la cohérence des OCM produits. On s'attend, et c'est normal, on le fait, baisse des prix et accroissement de leur variabilité. A priori, ça va poser la question de l'accroissement de la récurrence des crises, d'accord, d'une manière ou d'une autre, et de savoir comment est-ce qu'on va le faire, comment est-ce qu'on va les gérer. Alors, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un approfondissement d'un suivi des marchés coordonné au plan communautaire, une amélioration des dispositions d'alerte, de déclenchement, etc. On va voir que c'est absolument pas l'option qui a été choisie, au plan communautaire en tout cas. Par contre, vers une extension du poids des marchés à terme sur certains produits, etc., oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'on va demander aux opérateurs de se réassurer, d'une manière ou d'une autre. Et puis, sur les mesures de régulation, stockage, droit à produire, autres mesures à effet de régulation, voilà, c'est de ça dont on va parler principalement. Je voulais simplement pas éviter la gestion des crises, puisque les processus de gestion de crise vont aussi, réglementairement parlant, être reversés dans l'OCM unique. Comme je le disais, la Commission, comme nombre d'États membres, ne va pas s'orienter vers le fait de se mettre à gérer les crises au plan communautaire. Pourquoi? Parce que bon nombre d'États membres considèrent qu'ils ont mis à peu près 20 ans ou 25 ans à se débarrasser réglementairement d'une intervention automatique sur les marchés agricoles.
Et donc, tout ce qui pourrait rapprocher d'une certaine forme d'automatisation de prise en compte des crises et d'une gestion préventive ou automatisée des crises au plan communautaire est politiquement rejeté par bon nombre d'États membres. D'accord, il me reste 5 minutes. D'accord, ça va être terrible. Bon, alors voilà, donc je continue. Bon, les mesures de gestion de crise, elles vont apparaître d'abord dans les OCM spécialisés, dans les organisations communes de marché spécialisées, et notamment dans l'OCM fruits et légumes, puisque le marché des fruits et légumes est un marché particulièrement sensible aux aléas. D'ailleurs, le marché des fruits et légumes, ça n'a aucun sens, c'est au moins, je sais pas, 35, 60, je sais pas combien c'est de filières, mais en tout cas, c'est beaucoup de filières. En réalité, et donc c'est très compliqué avec des effets substitutifs. De toute façon, en termes analytiques, c'est compliqué, mais c'est vraisemblablement dans le secteur des fruits et légumes qu'on avait été le plus loin en cette matière. Sachant que dans le secteur vitivinicole, on avait choisi à l'époque, historiquement parlant, de doter les excédents produits en les distillant. C'est-à-dire que si on passait par marchés de poubelles successifs, les excédents d'appellation étaient déclarés en vin de table, les excédents de vin de table étaient transformés en alcool, et les excédents d'alcool, on s'en débarrassait sur le marché mondial. Voilà, donc c'était à peu près ça. Comme le principe de base de la cascade de la gestion du marché viticole. À cette époque-là, avant la réforme. Une chose qui est importante, c'est que derrière les questions normatives et derrière la croissance des influences des attentes sociétales sur l'agriculture, pour continuer à justifier le fait de verser de l'argent à l'agriculture, je rappelle que démographiquement parlant, 33% de population active rurale à l'immédiate Seconde Guerre mondiale, moins de 6% aujourd'hui en France. Donc voilà, donc on est forcément dans une problématique politique au sens très large du terme, où la baisse du poids démographique de l'agriculture pose des questions de légitimation de la poursuite d'une intervention agricole. Enfin, ça ne se pose pas en tout cas dans les mêmes termes. Donc, influence croissante des directions générales, notamment santé et protection du consommateur et environnementale, et aussi influence de la DG Concurrence. Pendant très longtemps, et bien de manière un peu particulière, on s'est aperçu que finalement la concurrence en agriculture était, au moins au plan juridique, plutôt gérée comme celle de n'importe quel produit, ce qui pose d'énormes problèmes, puisqu'on sait que ce n'est pas exactement la même chose que des produits industriels, notamment dans l'économie primaire, c'est-à-dire que les producteurs ne contrôlent pas complètement leur fonction de production. C'est pas parce que vous mettez les engrais et les semences qui vont bien, ou les plantes qui vont bien, que vous êtes capable de vous protéger de l'aléa économique ou de l'aléa climatique. Donc voilà, il y a des questions spécifiques à l'agriculture, mais on est bien dans le secteur primaire. On s'est rendu compte qu'avec l'augmentation tout à fait vraisemblable de l'occurrence des crises, la question qui allait se poser, ça va être de savoir quel est le degré de coordination entre les acteurs privés qui va être toléré en cas de crise. C'est-à-dire, globalement, quel est le degré d'entente qu'on tolère dans le secteur agricole? Ce qui est une vraie question. Pour vous donner, il y a eu quand même quelques avantages qui ont été actés et qui sont importants dans le secteur des fruits et légumes, mais également maintenant de manière horizontale dans tous les secteurs agricoles. C'est qu'avant, on condamnait les gens qui étaient en position dominante. Être en position dominante, ça veut dire avoir une position concurrentielle, structurelle forte sur un marché. Donc peser très lourd sur un marché. Ensuite, il faut définir ce que c'est que le marché, ce qui pose des vraies questions. On ne peut pas répondre en disant c'est parce que vous pesez plus de 30% d'un marché ou plus de 40% d'un marché. Le marché, parfois, il est à géométrie variable. Notamment dans les fruits et légumes, il y a beaucoup de substitutions entre produits. Mais il n'empêche quand même qu'on était dans une situation dominante. Alors qu'en réalité, ce qui est condamnable au niveau des règles de concurrence, c'est l'abus de position dominante. C'est pas le fait d'être en position dominante, c'est le fait d'en abuser qui est condamnable au plan comment ça s'appelle, économique, si vous voulez. Or, il a fallu batailler beaucoup ces derniers temps pour revenir de la situation de position dominante à la situation d'abus de position dominante, ce qui est bizarrement un progrès. Voilà. Donc, pour continuer, je dirais que globalement, l'OCM unique a réussi néanmoins à maintenir 4 régimes d'aide particuliers, ce qui est tout à fait important pour le végétal spécialisé, puisque c'est vin, fruits et légumes, huile d'olive et apiculture. L'apiculture étant historiquement gérée comme un produit végétal. Bon, c'est pas de l'élevage. On considère que c'est les fleurs qui comptent, mais pas l'abeille, mais ça pose des questions. Et voilà, et en tout cas, c'est comme ça. 2 dispositifs spécifiques sont maintenus dans l'OCM unique, d'éducation à la consommation. On a des processus de lait dans les écoles et de fruits dans les écoles, ce qui sont relativement intéressants. Mais en réalité, ces
sur la filière, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce qui permet d'accroître, enfin, qui donne des éléments de compétitivité ou qui permet d'avoir quelques effets de levier dans le secteur fruits et légumes à partir de cette réglementation-là, c'est d'abord la volonté de modifier les pouvoirs de marché entre la production et la distribution. C'est très important dans le secteur des fruits et légumes puisque la totalité des aides sont réservées aux producteurs dits organisés. D'accord ? Alors le problème, c'est qu'au plan européen, le degré d'organisation n'est pas du tout géré de la même manière selon les différents pays. Par exemple, en Flandre, belge, il faut être au moins 40 producteurs pour pouvoir monter une OP. En France, il faut être 5. D'accord ? En Flandre, je ne sais plus quel est le degré minimal de chiffre d'affaires qu'il faut en ce qu'on appelle en VPC pour pouvoir être organisé. En France, on est à, je ne sais plus si c'est 3 millions, je crois, 3 millions d'euros. Je le vérifie. Mais en tout cas, vous voyez qu'au plan européen, ce qu'on va considérer comme organisé n'est pas encore complètement homogénéisé. L'idée, c'est que, comme il y a une importance grande du frais dans le secteur des fruits et légumes, eh bien la confrontation est souvent directe entre les producteurs et la distribution, et que les pouvoirs de marché sont assez dissymétriques. On va le dire comme ça. D'accord ? Voilà. Donc l'idée, c'était de réserver les aides communautaires aux personnes organisées. Ensuite, on a eu dans les dernières modifications réglementaires le fait de pouvoir le faire avec des associations d'organisations de producteurs qui pouvaient bénéficier des aides communautaires, alors qu'avant c'était que leurs organisations de producteurs de base qui pouvaient en bénéficier. Et on est revenu sur la notion de la position dominante vers comme je le disais tout à l'heure. Les règles de représentativité sont moins contraignantes dans le secteur des fruits et légumes que dans les autres secteurs pour monter des organismes producteurs. Enfin, c'est quand même pas non plus complètement exceptionnel. Hein. Il faut représenter 60% des volumes au lieu de 66% des volumes dans les autres secteurs. Il faut toujours représenter 50% des producteurs d'une zone pour les règles de représentativité. Il y a des dispositifs parfois spécifiques de prévention et de gestion des crises. Mon dernier transparent traite de ça, donc je vais y revenir après. On peut favoriser dans le fonds opérationnel la valorisation de la production, des pratiques respectueuses de l'environnement exigées par la distribution. Vous savez que beaucoup de cahiers des charges sur l'environnement sont en réalité imposés par la grande distribution. Voilà. Donc on est dans les normes privées, dans le réel, même si globalement les autres secteurs de la politique agricole incluent des exigences environnementales de plus en plus fortes. On peut aller jusqu'à financer des marques dopées, hein. Des marques comme Prince de Bretagne par exemple sont des marques qui peuvent bénéficier du financement des programmes opérationnels, en passant par les investissements aptes à étaler le calendrier de commercialisation ou à accroître la qualité des produits. On peut aussi considérer que le règlement OCM-NIC sécurise une partie de la concurrence, notamment à travers les normes de commercialisation, puisqu'on est obligé d'étiqueter la provenance des fruits et légumes qu'on vous met en rayon en distribution. En réalité, c'est pas si simple que ça, parce que voilà, on ne peut pas mettre un contrôleur dans chaque magasin, mais sur le fond, il y a quand même une certaine traçabilité, notamment des provenances. Et il y a encore des normes produits, même si elles ont été ramenées de 36 à 10 au plan communautaire. Fondamentalement, la question, c'est la capacité de contrôle de ces normes. Alors, il y a certaines normes qui peuvent être considérées comme douteuses. Hein. Je veux dire, voilà, on n'a pas le droit de commercialiser des concombres tordus. Voilà. Bon, c'est une question qui peut se poser. Est-ce que c'est absolument déterminant d'interdire la commercialisation des concombres tordus? Mais en tout cas, ça fait partie des règles qui sont dans l'OCM. Et dernier point, pardon, je me suis trompé. Surtout pas faire ça. Je voulais simplement je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais vous montrer que l'organisation commune qui a été reprise dans l'OCM-NIC sur les fruits et légumes prévoit un certain nombre de mesures de gestion et de prévention des crises, et notamment les anciennes mesures de retrait sont maintenant potentiellement éligibles dans le cadre des programmes opérationnels, mais elles sont de la décision des OP ou peuvent être collectivisées au niveau des associations d'organisation de producteurs. Voilà. Donc, on peut dire que dans le secteur des fruits et légumes, il y a une tentative d'influer sur la compétitivité de ce secteur
comment ça s'appelle, notamment du secteur de la production dans la filière des fruits et légumes, à travers les outils qui sont proposés, notamment en modifiant, en tentant de modifier les pouvoirs de marché entre les producteurs et la distribution, et enfin en permettant des investissements qui vont avoir des effets entre guillemets sur la qualité au sens très très large des produits. Il faudrait définir ce que c'est que ce terme de qualité, mais que voilà, il faut être absolument conscient que ce n'est qu'une partie des éléments de compétitivité de la filière des fruits et légumes, qu'il y a bien d'autres facteurs, comme je l'ai expliqué au début, qui résident dans d'autres leviers que le levier purement réglementaire. Merci de votre attention. Je vais bien poser la première, ça s'attirera les autres. Merci Patrick pour cette présentation. Une question, c'est la PAC est totalement marquée par ce que tu as rappelé, les conditions d'émergence. Il fallait augmenter la production et augmenter la productivité du travail. Et elle a continué tout le temps sur cette logique-là. Et donc elle reste totalement centrée sur la production. Est-ce que constitutivement, elle ne porte pas les gènes des tensions systématiques qu'il y a entre la fonction de production d'une part et l'aval de l'exploitation agricole, à savoir la transformation et la distribution? Et est-ce qu'on ne devrait pas imaginer une PAC qui aurait 2 A et qui serait politique agricole et alimentaire commune? Alors, est-ce que je peux répondre à cette question? En tout cas, c'est une question qui se pose. Par exemple, appliquons-la dans une question de gestion de crise dans le secteur des fruits et légumes. Aujourd'hui, les retraits, c'est soit la distribution gratuite à des organisations caritatives, ce que marqué là, et dans quel cas c'est pris à 100%. Il n'y a pas besoin d'avoir, dans le programme opérationnel, il n'y a pas besoin d'avoir de contrepartie professionnelle. C'est pris à 100% par l'Union européenne dans le programme opérationnel. Si vous le faites à d'autres fins, pour l'alimentation animale, le compostage, la méthanisation, c'est pris à 50%. Mais globalement, pour que les produits soient éligibles à la distribution caritative, il faut qu'ils soient, conditionnés comme pour la vente. D'accord ? Vous connaissez tous dans le secteur des fruits et légumes, enfin tous, les phénomènes de ce qu'on appelle le prix après-vente. Vous savez, voilà, je suis producteur de cerises, voilà, je suis une OP de cerises, c'est un produit non périssable, j'ai à peu près 3 jours pour les commercialiser. Si jamais mon distributeur ne me les prend pas sous des couverts qui ne sont parfois vrais, c'est-à-dire qu'on appelle des clauses techniques qui sont non respectées, ou alors simplement parce que comme il fait mauvais, mais on est à peu près certain que la demande de cerises va être moins forte. Donc à ce moment-là, parfois on habille le refus d'acheter et de respecter le contrat en disant bah voilà, il y a trop de pourris, etc. Donc ça pose des vrais problèmes. Et à ce moment-là, l'OP qui se retrouve avec ça sur les bras n'a plus qu'une seule solution, c'est s'adresser aux grossistes avec lesquels il travaille d'habitude, en se mettant d'accord sur le produit et en acceptant que le prix soit fixé après lui avoir confié le produit. Ce qui pour les gens de la concurrence est une monstruosité. C'est-à-dire pour les gens du contrôle, ceci est impossible, c'est ce qu'on appelle le prix est fixé après la vente. D'accord ? En réalité, les gars sont obligés quasiment de se débarrasser des produits, puisque vous savez, en économie des produits périssables, c'est le dernier qui porte le mistigris qui a perdu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il est clair que là, on voit bien le fait que l'intervention, la régulation sur les marchés agricoles, elle se positionne fondamentalement en aval, et elle se positionne avec des opérateurs d'aval. Elle se positionne que ce qui est efficace en termes de régulation sur les marchés à la production va l'être dans des collaborations avec des opérateurs qui sont placés beaucoup plus près des marchés de consommation. Et c'est une filière courte, donc voilà, enfin, sur les frais, c'est une filière courte, donc oui, la question se pose. La question se pose réellement. D'un autre côté, les attentes sociétales, telles qu'elles s'expriment aujourd'hui, elles s'expriment en termes de sécurité alimentaire, qui sont plutôt des logiques d'aval, mais elles se posent aussi de plus en plus en termes de pratiques respectueuses de l'environnement. Et ça reste des actes qui sont fondamentalement ancrés à la production. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être imaginer de basculer un certain nombre de crédits, mais ça, je sais que moi qui parle, je n'exprime que mon opinion personnelle, vers des modes de régulation qui soient plus en aval des filières. Mais par contre, il demeurera nécessaire de continuer à avoir un ancrage agricole et territorial fort si on veut que ces attentes sociétales soient prises en compte et prises en charge par la production agricole. C'est un... Voilà,
J'ai une chose sur laquelle je n'ai pas insisté. Pourquoi est-ce qu'on a fait la PAC, hein? Je rappelle, c'est simple, je vais dire des banalités très rapidement, mais qui me paraissent importantes d'avoir en tête quand on traite de ça. Je rappelle que les 4 premières politiques européennes mises en place, c'est l'ACK, hein, la communauté économique charbon-acier. Je rappelle que c'est un programme de reconstruction industrielle. Si on voulait faire du mauvais esprit, ça correspond à la nouvelle politique économique de Lénine. Voilà, c'est de la construction de l'industrie lourde. Parce que l'appareil industriel européen est par terre après la Seconde Guerre mondiale. La deuxième, c'est Euratom, c'est de l'indépendance énergétique, c'est les politiques d'indépendance énergétique. La troisième, c'est la CED, c'est la Communauté européenne de défense. Je rappelle que c'est les Français qui l'ont foutu par terre parce qu'ils voulaient absolument avoir leur bombe avant que la CED soit mise en place. Ils ont eu leur bombe avant et ils ont saboté la Communauté européenne de défense. Et que la quatrième politique communautaire qui a été mise en place, c'est la politique agricole commune, sur une base essentiellement politique, je rappelle. C'était « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Je rappelle que, mis à part l'incendie du Reichstag, Hitler est quasiment arrivé au pouvoir de manière légale. Donc, et ça s'est fait sur un fond où il fallait une boîte de marque pour aller acheter une baguette de pain. Et donc, une des idées des pères fondateurs de l'Europe, c'était qu'il était absolument essentiel de développer l'agricole parce que c'était des bases stables de la démocratie. Je me permets de rappeler ça dans les circonstances. Voilà, je n'ai rien à ajouter sur le sujet, mais ça me paraît absolument essentiel d'avoir ça en tête sur les bases de ce que c'était que la politique agricole commune et de ce que c'était que cette incitation à la productivité. Il y avait des enjeux très très forts derrière. Ces enjeux aujourd'hui existent-ils encore? C'est pas si simple. Si on considère qu'on est dans des marchés mondialisés et que demain il faut nourrir 9 milliards d'individus, c'est pas absolument certain que les questions de productivité soient simplement des questions qui sont derrière nous. C'est pas aussi simple que ça. Par contre, on sait qu'on va le faire dans des questions où la ressource en eau va devenir vraisemblablement une question essentielle. Donc le caractère renouvelable des ressources utilisées dans l'agriculture va devenir effectivement des choses essentielles. Donc on est obligé de courir plusieurs lièvres à la fois. Et pour l'instant, le problème, je crois, c'est qu'on ne sait pas maintenir les prix des produits agricoles à un niveau faible en faisant jouer à l'agriculture aux produits agricoles tout ce qu'on voudrait qu'ils courent comme rôle en même temps, qu'ils poursuivent comme objectif en même temps. Juste pour continuer un peu sur la même question de politique agricole et alimentaire, est-ce que ces nouvelles organisations de marché, ces nouvelles modalités de soutien au marché ou d'influence, de régulation de marché, permet de faire émerger des nouvelles filières ou des nouvelles utilisations, ou est-ce que c'est pas du tout un objectif dans ma PAC? J'aurais tendance à répondre en disant que c'est plutôt pas un objectif de la PAC. L'objectif des mesures de gestion et de prévention de crise, c'est plutôt, ou de filet de sécurité au sens très large, c'est plutôt des outils de politique agricole qui visent à ce que des gens dont on pense qu'ils sont structurellement compétitifs ne disparaissent pas parce qu'ils sont submergés par un aléa imprévisible et ingérable. Voilà. Donc en réalité, c'est maintenir la tête hors de l'eau des gens dont on pense qu'ils sont structurellement compétitifs, mais qui pourraient être obligés d'être maintenus trop longtemps si on ne les soutenait pas. C'est ça l'objectif principal. C'est ça, à mon avis, parmi les objectifs principaux des mesures de gestion et de prévention des crises ou de filet de sécurité. Me semble-t-il, mais ça aussi, c'est mon analyse, ça peut être contesté par d'autres personnes.